Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous. Petit débrief hebdomadaire. On va commencer par ce qui a fait l'actualité politique de la semaine. Ça a été les petites sorties d'Emmanuel Ding Macron, ding ding voilà, des casseroles. qui étaient chahutées et qui étaient ponctuées de casseroles, de casseroles, voilà, de tintamarre de casseroles. Ce qui pose la question d'emblée de bon, déjà, moi, la première chose, c'est sur les déplacements présidentiels. Je tiens à rappeler quelque chose, c'est que c'est pas, on entend parfois des éditorialistes ou des gens qui se gargarisent en disant il va au devant des Français, c'est ça la démocratie parce qu'il va dialoguer, etc. Non, un déplacement présidentiel, c'est une opération de communication et en fait, il y va pour délivrer un message et ce message, c'est vous voyez, moi, j'ai pas peur de vous. Bon, je vous écoute pas, parce que ça, de toute façon, il va pas changer d'avis, genre parce qu'il entend une dame lui donner ou un monsieur lui donner un argument particulièrement percutant. Il est pas là pour être convaincu ou pour dialoguer. Il est là pour montrer qu'il est là, montrer aux caméras qu'il est là. D'ailleurs, à chaque fois, c'est assez drôle. C'est la même chose qui s'est passé dans ces différents déplacements. Il fait le déplacement, il y a des caméras qui le filment, qui montrent plutôt des gens qui huent, etc. Et aussi sur les réseaux sociaux. Et en parallèle, juste après, il publie lui-même sur son réseau social, enfin sur Twitter et sur les différents réseaux sociaux, lui, ce qu'il retient de la journée. Et ce qu'il retient de la journée, c'est bonjour madame, oh, c'est formidable, les selfies, un monsieur avec une baguette sous le bras, formidable, qui passe dans la rue à côté de lui, les déambulations tranquilles. Donc voilà, c'est un duel en fait de communication, parce qu'effectivement, en face, comme tu l'as dit, il y a les gens qui arrivent avec les casseroles. Donc voilà, ça sert à ça. Après, la question c'est, il y a eu d'autres déplacements ministériels aujourd'hui cette semaine, notamment Gabriel Attal aujourd'hui qui allait rendre visite à des douanes, qui a dû passer par la petite porte, François Braun qui est allé voir des urgentistes, ça s'est très mal passé les deux fois où il est sorti cette semaine. Donc ils sont Elisabeth Borne qui s'est fait alpaguer alors que c'était dans le Conseil national de la refondation, le fameux truc où on attend toujours qu'il se passe quelque chose. Et il y a une femme d'une vingtaine d'années qui a pris la parole et qui l'a vraiment mouché quoi avec éloquence, parce qu'en plus elle avait gagné un concours d'éloquence et c'était je crois pour ça qu'elle était invitée. Donc tout ça fait qu'on se demande aujourd'hui quelle marge de manœuvre ils vont avoir juste dans leur déplacement et dans leur façon de communiquer et de montrer qu'ils sont à l'écoute des Français. Et la deuxième chose sous-jacente, c'est quelle de manœuvre ils vont avoir politique, en fait, pour pouvoir agir dans le pays, parce que je le rappelle, aujourd'hui, ils ont quand même fâché une grosse partie de la classe politique, hein, les différentes oppositions, pour des raisons très différentes, mais la NUPES et l'extrême droite, avec qui ils veulent pas travailler, et ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale, je le rappelle, et les LR, voyant ça, je vois pas pourquoi du jour au lendemain, ils décideraient de « Oh bah tiens, on va aller avec Emmanuel Macron, il est genre au plus bas dans sa cote de popularité, il est détesté par tous les Français. Il n'y a pas tellement de raisons qu'aujourd'hui Éric Ciotti décide de dire « Oh bah tiens, j'ai changé d'avis, sur la réforme des retraites, on n'était pas chaud, même si on a dit qu'on la voterait, etc. » Ils ont quand même pas pu aller jusqu'au 49.3, hein. Enfin, pardon, jusqu'au vote de la loi. Et ils ont fait le 49.3 malgré Éric Ciotti. Donc c'est qu'ils avaient peur de ce groupe LR à l'Assemblée nationale. Là, je ne vois pas pourquoi ils changent d'avis. Donc, se pose la question de est-ce que sur des questions importantes ou d'ailleurs moins importantes, est-ce qu'ils vont réussir à juste faire passer quelques lois avec le risque derrière qu'il y ait un changement en fait de la façon de diriger la France et que ça ne passe plus que par des décrets. Ça a déjà été le cas dans l'histoire de France, c'est-à-dire que ça soit l'exécutif qui décide par décret, ce qui pose des questions très importante de relation entre la façon dont pourraient fonctionner nos institutions, dont elles sont utilisées, et la démocratie que l'on souhaite tous et toutes. Moi, j'ai l'impression que c'est d'une maladresse, mais incroyable. Cette histoire des 100 jours, là, qu'a donné Macron. 100 jours d'apaisement. Oui, alors 100 jours d'apaisement qui commence pas très apaisé, puis pas très apaisé de son fait aussi, hein. Les gens n'ont pas décidé de lâcher l'affaire, donc ça c'est un premier problème pour eux. Mais le deuxième problème, c'est qu'ils ont un gars là, il est fou ce type. Non mais comment il parle? Comment il parle aux gens quand il se moque en disant je sais pas quoi, on va pas gouverner la France avec des casseroles. Les casseroles ça sert à faire la cuisine et avec les œufs, etc. Mais il est arrogant, méprisant au lieu d'être bon. Il donne 100 jours, je trouve que du coup, il réamorce un cycle de contestation.
pour tout le monde. C'est-à-dire que là, il y a tout un chacun peut aller protester. Quand il y a un ministre ou un président qui passe dans les parages, chacun peut se munir de sa casserole, de son, comment ils appellent ça, un objet sonore. Un ustensile sonore portatif. Mobile, portatif. Voilà. Chacun peut prendre son ustensile sonore portatif et aller taper. Donc, d'une certaine manière, ça élargit le mode de protestation. C'est pas simplement la manifestation traditionnelle, c'est que chacun peut vraiment se saisir de cette forme d'expression. Ça me fait penser tout à fait différemment, mais quand il y avait pendant le Covid qu'on applaudissait aux fenêtres, c'est-à-dire que chacun avait une façon qui n'était pas rattachée à une histoire simplement de manifestation et syndicale. Là, d'une certaine façon, c'est une autre histoire qui est convoquée, l'histoire du charivari et la place que chacun peut prendre dans la protestation. En tout cas, là, on a 100 jours. Pendant 100 jours, on ne va pas les lâcher, quoi. Non. Donc, ils ont 100 jours, ils vont rien pouvoir faire. Mais la deuxième chose qui est assez étrange, bon, évidemment, tout le monde a commenté le caractère complètement insensé de faire référence aux 100 jours, parce que soit c'est les 100 jours qui initient un nouveau mandat. Ça, c'est assez banal. C'est genre la lune de miel. Pendant 100 jours, on s'aime et on peut lancer des tas de réformes. Là, c'est un peu à ça qu'il veut faire référence quand il dit j'ai 100 jours pour apaiser le pays, mais lancer des grands projets. Mais il n'est pas du tout à son début de mandat, donc il n'est pas du tout dans cette temporalité-là, et ça fait plutôt penser aux 100 jours qui se terminent très très mal pour Napoléon. Exactement, avec Waterloo après son abdication. Voilà, bon, donc c'est pas bon, quoi. Bon, bref, en tout cas, il nous donne un tempo. Il nous donne 100 jours qui est une drôle de référence qui, à mon avis, ne fonctionne pas, mais en plus, il ne nous dit rien. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il annonce sont des choses qui sont soit déjà annoncées, soit ridicules. Enfin, je veux dire, l'histoire on va plus perdre des points. Moi qui n'ai plus de permis de conduire, je suis ultra d'accord avec cette idée qu'il faut pas enlever des points quand on dépasse. Ça ne sera pas rétroactif. Ça sera pas rétroactif. Non, mais moi, je conduis vachement bien, sauf que je dois le dépasser un petit peu et j'ai perdu mon permis. Bref, donc je suis ultra d'accord avec ça, mais bon, c'est pas le sujet. Mais voilà, c'est pas le sujet, et surtout, on va pas avaler la réforme des retraites avec des points du permis de conduire. Non, mais tu vois, ça n'a pas de sens. Il a tenté quand même les profs et les augmentations par prime. Mais oui, c'est ça, ce qui est pas possible, c'est que ce soit par prime. C'est-à-dire, ça continue d'être, alors que tout le monde a bien compris qu'il y a un problème d'écart entre la prime et le salaire, parce que ça conditionne le niveau des retraites. On sort d'une séquence retraite et il parle de prime. Donc déjà, puis après, tous les chiffres qui viennent de sortir sur la France qui a le niveau de classe les plus surchargés, le plus d'élèves, les profs qui font le plus d'heures et qui sont les plus mal payés d'Europe. Tu te dis, là, il faut peut-être se ressaisir, parce que sans ça, enfin, je veux dire, le sentiment que notre pays s'affaiblit vraiment est puissant. Mais ce matin, sur France Inter, Pap Ndiaye, donc le ministre de l'Éducation nationale, a eu une grande idée. Il a dit, quand il y aura un prof qui sera absent, parce qu'il y a aussi un problème d'absentéisme. Ah oui, c'est ça. Puis alors, il y a des trucs magiques, là, qui nous sortent des trucs magiques. Alors, ils nous disent, quand il y a un prof qui est absent, par exemple, un prof d'anglais qui est absent, ce sera le prof de maths qui le remplacera, mais attention, nouveauté, il ne donnera pas un cours d'anglais, ce prof de maths qui remplace le prof d'anglais, il donnera un cours de maths. D'accord. Voilà. Et là, il a l'impression d'avoir inventé l'eau chaude et que c'est bon, l'éducation nationale, on a réglé le problème, les profs vont être contents. Non, mais tu vois, c'est comme l'histoire des 600 000 personnes qui ont une maladie chronique et qui n'ont pas de médecin traitant. Ça sera réglé d'ici la fin de l'année. Ah bon, et comment on va régler le problème des urgences. Ah bon, et comment enfin, je veux dire, tout était comme ça, quoi. C'était soit il y avait rien, soit c'était des trucs, des mesures grandes comme ça, soit c'est de la pensée magique, quoi. Soit il y avait aussi, je te rappelle que avant de parler de la santé et de l'éducation nationale, il a quand même parlé de l'ordre et de la restauration de l'ordre. C'était lundi soir. Oui, mais c'était lundi soir. Et ça, il en a pas encore parlé, mais ça va arriver. Enfin, parce que faut pas croire que on va se la couler douce et que va y avoir des mesurettes qui vont contenter qui vont pas contenter du tout la gauche, mais au bout d'un moment, il va nous dire bon, alors on va remettre de l'ordre un peu dans ce pays, on va remettre je sais pas quoi, des pelles planchers, enfin ils vont inventer un truc, ils vont pas se laisser faire. Pour terminer sur l'école, le truc sur lequel il a relancé, mis 5 balles dans la machine, c'est sur la réforme du lycée professionnel qui mécontente très profondément les enseignants et les parents et les élèves du lycée professionnel. Qui étaient en grève à la fin de l'année dernière. En janvier, juste avant le début des
je me rappelle de cette discussion sur la date de la première manif, parce que c'était la manif des lycées professionnels. Donc, en janvier. Donc, soit c'est des trucs qui ne sont pas du tout consensuels, ça, le RSA, il va nous ressortir le truc de faire bosser les gens pour 15 heures. Et puis alors là, ce que tu dis sur l'ordre, et là, il y a une étude que je viens de voir passer dans Le Monde, disant que les délinquants ne sont pas plus étrangers que français, que de nationalité française. C'est kiff kiff bourrique. Il n'y a pas de prime à la délinquance d'origine étrangère. Donc bon, bref, je ne sais pas. Je vois pas comment il va s'en sortir. Mais à part ça, il est quand même incroyablement affaibli, quoi. Mais comment il peut rebondir? Et tu vois, le fait qu'ils disent à une dame, je ne démissionnerai pas. Mais c'est déjà, pour moi, ça me paraît une faute incroyable, parce que ça veut dire qu'ils voient bien que la question est posée, au point qu'ils doivent y répondre. Donc, je veux dire, je ne démissionnerai pas, c'est-à-dire que la question maintenant du maintien d'Emmanuel Macron se pose. Devient une question, quoi. Quelle est sa force et sa puissance, sa légitimité symbolique, quoi. Et d'autant qu'en fait, se pose aussi la question de, en fait, qu'est-ce qui pourrait le faire changer d'avis sur la question de la réforme des retraites? On a bien vu que les mobilisations énormes ne l'ont pas fait bouger d'un iota. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'au bout d'un moment ils se disent ma légitimité en tant qu'institution, parce que je rappelle que c'est je crois une des seules fonctions de la République française où l'institution et la personne, c'est la même chose. C'est le président de la République, c'est une institution à lui tout seul. À partir de quel moment il va considérer qu'il n'est plus légitime en fait pour incarner cette fonction? Je crains jamais. Genre, il ne voit pas le problème, il voit pas le problème d'Elisabeth Borne et de son gouvernement, il voit pas le problème de l'Assemblée nationale, il voit pas le problème du mouvement social. C'est-à-dire que cet aveuglement est en train d'affaiblir la démocratie à un point qui, au bout d'un moment, va devenir très grave, en fait. Sur Elisabeth Borne, il se cache pas de l'affaiblir, hein. Mais en même temps, elle est toujours là, et la question n'est pas de la changer, en fait. Non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que dans son mépris universel, ça englobe bien sûr. tout le monde. Borne, voilà, Elisabeth Borne compris. Donc tu te dis, il y a un moment, il a aucun soutien, parce qu'il a fâché les députés. Il n'a pas de parti. Il est en train de se fâcher avec un certain nombre de ministres assez gravement. Il est fâché avec l'opinion publique, avec les syndicats, tous les syndicats. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qui reste? Il est sur un fil, et en plus, il joue les gros bras. Moi, j'ai pas peur d'aller au contact de la population, etc. Et il est en train de se fâcher alors avec tous les intellos, là, tous les uns derrière les autres. Est un militant. Ils y vont tous de leur plume pour dire qu'ils sont très déçus, ce que vient de sortir Jean Viard, qui était quand même candidat macroniste, quoi. À la Jean Viard, Rosan Vallon, Jacques Attali. Rosan Vallon, il avait soutenu Macron? Bien sûr. Je savais pas. Mais bien sûr, il faisait partie de son cercle, peut-être pas le premier, peut-être le deuxième, tu vois, mais ça faisait partie des gens. Jean Garrigue, tous, ils sont tous en train de s'en aller, là, et de faire leur mea culpa public en disant, on s'est trompé, on avait, donc, là, il est très très seul, et tout le monde est en train de le lâcher. Donc c'est sûr que il a raison de répondre non, je ne démissionnerai pas, parce qu'en fait, ça veut dire que ça doit le hanter. Cette question-là, c'est comme en psychanalyse, quoi, tu vois, c'est que la question du départ de Macron... claquemuré derrière son service de sécurité, il peut continuer à aller voir, je sais pas, la semaine prochaine, par exemple, il va aller faire une tournée à l'étranger. Non, mais voilà, mais je suis d'accord. Il s'avère que c'est comme ça aujourd'hui qu'il a décidé de diriger le pays. En voyant plus personne, en allant au contact des Français, qui choisit, en faisant des visites surprises. Et en faisant le tour des capitales peut-être mondiales, j'en sais rien moi. Même là, ça. La suite au prochain épisode. D'accord. On verra. Comment ça se... Donc, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ce joli monde qui est en train de... Dans la rue. Alors, toi, tu penses au monde qui est dans la rue. Non, moi, je pensais au texte qu'Olivier Faure a fait paraître dans Libération cette semaine, dans lequel il dit la NUPES est un socle, mais on peut pas se contenter des 30%, il faut élargir, et notamment il entend par là élargir à toute la Macronie de gauche qui est en train de larguer les amarres, et notamment donc
tous les intellectuels et les militants et les classes moyennes ou classes supérieures qui faisaient le gros des troupes en marche et qui maintenant sont en train de voilà. Et donc Faure pose cette question. Roussel l'avait fait la semaine précédente au congrès du PC et en allant s'afficher aux côtés de Cazeneuve. Donc il y a une question maintenant qui est en train de se poser du redimensionnement de l'espace que l'on met à gauche. Et évidemment, ça c'est une question extrêmement lourde qui se pose parce que sur le papier on peut se dire il y a pas de problème, oui pourquoi pas élargir à ceux qui sont en train de revenir de la Macronie et qui de fait sont en train de revenir à gauche pour ceux qui étaient à gauche à l'époque, mais le problème c'est que ça crée une difficulté particulière, c'est que Olivier Faure a peut-être pas tort de dire il faut qu'on s'ouvre à tous. La question c'est quelle est la dynamique, sur quelle dynamique on continue d'être. Or, la dynamique qui a été enclenchée par la France Insoumise et les candidatures de Jean-Luc Mélenchon en 2012-2017, soutenue par le PC, puis 2022 tout seul, c'était quand même une candidature de rupture avec le social-libéralisme, d'alternative, donc un point d'équilibre de la gauche qui se trouvait du côté de l'invention plus ou moins aboutie, certainement pas sur tous les points aboutis, mais en tout cas une dynamique clairement identifiée comme étant alternative au capitalisme financiarisé, mondialisé, etc., etc. Et le problème, c'est que là, si on dit on se réouvre à la Macronie, il faut que le sens de ce qu'est le projet de gauche ne se perde pas. Qu'il reste identifié et identifiable par tous, d'autant que on a cette problématique en même temps qu'il faut récupérer cela, mais tu as tous ceux qui sont en train de se barrer du côté du RN, c'est-à-dire qui se disent bon, nous on veut se venger d'Emmanuel Macron et que celle qui va nous venger d'Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Donc je pense que là on est devant un problème ultra compliqué et que les 100 jours que Macron nous a donné pour taper sur nos casseroles, il faut que ça serve aussi à taper sur les claviers et à réfléchir et à écrire quoi, et à ce que la gauche quand même regarde la réalité en face de la difficulté politique dans laquelle elle est pour s'élargir et pas perdre en même temps et comprendre aussi ses faiblesses. En fait, il y a deux choses quant à l'élargissement de cet électorat, c'est que d'abord il faut rappeler que quand tu dis les macronistes, et je sais très bien que tu penses aux gens qui ont voté pour Emmanuel Macron, en fait, plus que à l'état-major élu ou pas d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas d'homogénéité. Enfin, pour moi, les électeurs de Macron n'appartiennent pas à Emmanuel Macron, comme les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne lui appartiennent pas. Et c'est important parce que c'est pour moi un des problèmes avec la façon dont raisonnent certains à gauche. Par exemple, Fabien Roussel, lorsqu'il dit il faut s'élargir, donc je vais aller parler avec Cazeneuve. En fait, on ne résout pas le problème. Enfin, Cazeneuve, d'une part, je crois qu'il ne représente rien du tout, mais ça, c'est une première chose et c'est un a priori. Hein, enfin, pour l'instant, mais il a pas de parti, il a pas de structure. Il a une pensée singulière, mais honnêtement, j'aimerais bien qu'il l'étoffe un peu, hein, parce que c'est pas parce qu'il a fait 2 plateaux de télé à 18h que c'est bon, il a une pensée, quoi. Donc, je veux bien qu'on élargisse, mais la question n'est pas d'aller voir Monsieur Machin ou tel député macroniste qui ferait défection et de le ramener dans le camp, parce que ça va rien ramener du tout. C'est faire une proposition de construction, et donc tu as mis l'accent dessus en disant aujourd'hui il y a une dynamique qui est en gros qui a été impulsée, comme tu l'as dit, de rupture par la France insoumise. Est-ce que à l'origine par le nom de gauche au référendum, exactement, ça la rupture, c'est l'histoire de cette affaire. Et mais la question c'est est-ce que on acte, mais pour le coup c'est ouvert, hein, moi j'apporte pas de réponse, mais est-ce qu'on acte que c'est la fin, c'est-à-dire qu'il y a eu un déplacement du barycentre de la gauche pendant la dernière dizaine d'années, quoi, vers la gauche, grâce au score successif de Jean-Luc Mélenchon notamment, et
à l'organisation qu'il a mise en place dans son Et mouvement. par l'effondrement du reste aussi. Alors, et par Le l'effondrement du barycentre reste, s'est aussi t'as raison, déplacé t'as raison. du côté de la France insoumise parce que coucou, ils T'as sont raison, où là les t'as autres? raison. On peut aussi estimer qu'il a réussi à les écraser, en fait, à les battre. Enfin, genre à la régulière. Enfin, Bah, je veux dire, ils avaient des candidats enfin, aux élections, ils ont perdu. oui, enfin, Voilà. c'est les deux. C'est les deux, Il a fait d'accord. une dynamique et les autres se sont écroulés. D'accord, d'accord. Et lui, surtout, a fait une proposition en positif de ce que c'était que, genre, une gauche de transformation sociale, écolo, etc. Les autres, franchement, ils ont pas bossé. Enfin, je veux dire, la proposition socialiste, elle a été complexe à réélaborer, on va dire, au moment de François Hollande, parce qu'il y avait François Hollande qui était au pouvoir et qui faisait un peu n'importe quoi, et une partie qui était pas content. Et après, ils ont eu du mal, en fait, à faire le bilan de François Hollande. Hein. C'est que très récemment qu'ils ont dit, bon, c'est bon, aggiornamento, enfin, on passe à autre chose, on tourne la page. Hein. Je pense que c'est il y a moins d'un an avec la NUPES. Que là, c'était vraiment très clair. Pendant un temps, on savait pas trop où on était. Les gens ont mis longtemps à partir. Vraiment, les éléments qui étaient le plus proches de François Hollande. D'un autre, les communistes, c'est un peu pareil. Hein. Enfin, comme tu l'as dit, ils étaient ils soutenaient la candidature de Mélenchon, puis après ils ne l'ont plus soutenu. Et ils sont en train de construire quelque chose. Il s'agit pas là de juger en fait ce qu'ils sont en train de construire, mais en tout cas, ils sont en train d'essayer d'élaborer une proposition alternative à la proposition insoumise. Les écolos, pour le coup, eux, ils ont une proposition que je trouve plus claire. Enfin, c'est la plus claire par rapport aux communistes et aux socialistes, parce qu'elle vient de plus loin. Elle est genre, il y a une colonne vertébrale qui est assez claire, qui est l'écologie. La question des écolos, c'est est-ce que avec cette matrice, est-ce qu'ils vont arriver très loin? Ça, est-ce que tu peux te présenter à la présidentielle avec une matrice écolo? C'est une vraie question, qui est entière, qu'ils essayent de résoudre là avec leurs assises de l'écologie populaire. On va voir où est-ce que ça les emmène, mais pour l'instant voilà. Donc on a cette configuration partidaire. On a d'un autre côté un peuple de gauche, tu vois, qui a un peu repris du poil de la bête, notamment dans les manifestations, dans cette opposition à la réforme des retraites sur une base très de gauche, emportée par une intersyndicale. Pourquoi tu dis qu'elle est très de gauche la base? Comment? Vas-y, termine. Bah, c'est-à-dire qu'elle n'est pas social-libérale. Elle n'est pas Non, social-libérale. elle n'est pas social-libérale, mais elle n'est pas forcément très de gauche, parce que si tu vois le T'as résultat, le raison, Front t'as raison. National, il T'as raison, n'est autant pas pour moi. très de gauche. Autant pour moi. Non, justement, j'exclus en fait de cette vas-y, opposition le vas-y, Rassemblement termine. national. Et donc tu as une intersyndicale qui, pour le coup, elle fait front, tu vois, et dit, mais qui est une intersyndicale qui se fait dans l'opposition, bien sûr, dans les propositions, genre ils sont pas tous d'accord, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il y a des propositions en fait qui disent bon bah en fait on va créer de l'unité de façon exogène, enfin c'est-à-dire depuis l'extérieur. Moi je vois il y a des gens qui commencent à essayer de se rassembler un peu en dehors des partis, etc. Il y a des propositions un peu plus solitaires, par exemple François Ruffin, où lui il dit bah moi je pense que il le dit pas aussi clairement, mais il dit moi je pense que je peux être l'alternative en 2027 pour réunir toute la gauche. Oui il le dit et il commence à étoffer un projet en fait précisément qui est susceptible. Moi c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est que lui il n'est pas en train de dire est-ce que je suis plus à gauche. Attends, on peut parler de Ruffin après? Ok d'accord. Parce qu'il y a tellement de choses. T'as dit tellement de choses. T'as raison. Et donc du coup on est quand même à un endroit de crispation. Moi c'est ça, c'est que je vois que là les appareils se crispent en fait sur leur précaré et il faut trouver des moyens pour que, exactement comme Emmanuel Macron doit trouver des moyens pour rendre la démocratie plus souple, nous, on doit trouver un moyen pour rendre cette gauche plus souple et plus que les gens puissent faire des allers-retours, qu'on puisse dire des bêtises, qu'on puisse faire des propositions. Et aujourd'hui, je vois que des crispations d'appareils. Et tu parles de la tribune de Fort. Moi, je la lis comme aussi une crispation parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire être socialiste aujourd'hui. Genre, ils ont du mal à affirmer une définition de ce que c'est qu'être socialiste. Et tant qu'ils auront pas cette définition-là, bah, leur inscription dans la NUPES, à part se mettre à la remorque de la France Insoumise, je vois pas trop à quoi elle sert. Oui, bah, ce que j'allais dire, c'est que je partage ce que tu dis, c'est qu'en fait, ils ont dit qu'ils voulaient se détacher de la vision qu'avait portée, la politique qu'a portée François Hollande. Ils ont pas tellement dit ce qu'ils voulaient faire d'autre. Ils avaient une candidate à l'élection présidentielle qui était en fait
très Hollande compatible quand même. Donc, et d'ailleurs qui se met en opposition avec la politique proposée par Olivier Faure. Et moi, je n'ai pas, je regrette. Tu as interviewé Jérôme Gage cette semaine. Gage, il dit ça. Il dit on est revenu dans la gauche, on est réancré à gauche, mais c'est quoi et comment et qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, quand tu l'as interrogé sur qu'est-ce que ça veut dire être socialiste, c'était, comment dire, un peu lunaire, quoi, un peu rien du tout, quoi, tout simplement. Donc, il avait pas de réponse. Autant sur plein de sujets très très précis, tac 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 tac, il pouvait répondre. Et puis c'est une tête bien faite, Gage. Donc s'il a les idées claires, il sait les dire. Ben là, en l'occurrence, il savait pas les dire, parce que je pense qu'il a pas les idées claires. Ça, c'était le premier point, c'est que le Parti socialiste, il veut se réancrer à gauche, ça c'est ce qu'il annonce. Il veut tourner la page de Hollande, mais il n'a pas vraiment travaillé cette position. La deuxième chose que tu as dite, c'est les macronistes, c'est pas les leaders macronistes, et que donc il faut pas tout confondre. C'est un point de détail, mais je pense que la politique, c'est plein de choses. Et notamment, ça s'incarne dans des personnes. C'est-à-dire que c'est le fait que, tu me disais tout à l'heure que Rosan Vallon, il avait soutenu Macron, ce que sans doute j'ai oublié, j'ai dû le savoir et je l'ai oublié, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que, je veux dire, parler avec Rosan Vallon, ou que Rosan Vallon, ou que Jacques Attali, ou que Jean Viard, ou que je ne sais tous les noms qui sont en train de sortir d'intellectuels ou d'acteurs de la société qui prennent leur distance avec Emmanuel Macron et avec son petit microcosme. Ça parle. Je veux dire, la politique, ce n'est pas fait que de programmes, de discours, de projets idéologiques. C'est ce que tu proposes, ce que tu es, qui peut être attirant, et puis c'est aussi avec qui tu parles. C'est-à-dire que ça doit se voir, ça doit se comprendre. C'est-à-dire que si on veut parler avec au-delà de la NUPES, moi je trouve que parler à Cazeneuve, c'est pas absurde, ça n'est pas sans sens. On peut se dire que Cazeneuve, il y a combien de divisions? Je trouve pas que ce soit une manière de raisonner tellement intéressante, parce que combien de divisions, simplement son poids symbolique à lui. Voilà, c'est toi tu le trouves nullissime. Tout le monde est nul, si tu veux, en ce moment. Donc non, m'intéresse plus Rosan Vallon que Cazeneuve, mais oui, mais parce que ça parle un peu d'autre chose. C'est pas, je veux dire, Rosan Vallon, c'est sûr que ça c'est plus facile d'être d'accord avec Rosan Vallon qu'avec Cazeneuve. Mais si tu veux parler avec, est-ce qu'on décide qu'on met en dehors de notre espace Carole Delga? Moi j'ai plein de désaccords, et c'est vraiment une femme que j'aime pas du tout, notamment pour ses positions, je veux dire, les deux gauches irréconciliables, et puis que la France insoumise serait en dehors de la République, etc., etc. Toutes ces idées qu'elle a portées beaucoup à côté de Anne Hidalgo pendant la campagne des présidentielles. Donc je la trouve extrêmement responsable du climat délétère qui régnait à la fin de la candidature, avec le résultat catastrophique qu'elle a récolté. Mais je l'aime pas du tout. Ceci étant, je vois pas qu'on puisse s'en sortir si tous ces gens-là, on les tient en dehors de nous, quoi. Le problème, ce que je pense, c'est encore une fois, il faut qu'ils soient réintégrés dans la gauche, et que la gauche, on soit capable de dire ce qu'elle est, dans sa diversité. Pour l'instant, il n'y a pas quand même beaucoup d'idées très claires, et dans sa diversité, dans son unité, les deux. Et pour l'instant, c'est un peu ça qui nous manque, quoi. Tu viens de mettre le doigt en fait sur exactement le nœud du problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Carole Delga théorise les gauches irréconciliables, enfin, ou participe de cette théorisation, comment tu veux, si je te dis genre, je te déteste, je te parle pas, on est irréconciliables, toi, tu vas me tendre la main quand même? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Genre, vraiment dire, bon, vas-y, tu vas par là et moi je vais par là. D'accord, moi je pense qu'on peut continuer de faire comme ça. Parce que si tu veux, si tu prends Roussel et Mélenchon, comment te dire? Je suis pas sûre qu'ils s'aiment beaucoup les deux. On va pas continuer d'être sur ce registre-là. Si on continue d'être sur la registre Roussel n'a pas encore théorisé les gauches irréconciliables, tu vois. Ouais, enfin bon, il fait tout ce qu'il faut pour, à part ça. Donc pour le rendre, moi, ce que je pense, c'est que si on n'est pas plus habité par l'idée qu'il faut refaire une gauche qui soit dynamique et qui agrège et qui rassemble, moi, les raisons de détester
les uns, les autres, Ouais, mais en fait, ce que tu es en train de décrire, j'en c'est ai plein exactement ce que je disais, ma c'est botte, hein. les logiques d'appareil, en fait, qui sont en train aujourd'hui de générer des tensions. Il fut un temps, c'était la France insoumise qui envoyait tout le monde bouler. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est la France insoumise qui tend la main à tout le monde, qui dit ouais, on va être unis aux européennes, etc. Et tout le monde qui veut, qui est en train de rejeter la France insoumise. Tout le monde, genre, je veux dire, les communistes, on va dire, et une partie des socialistes, hein, Et les et écologistes. les écologistes qui veulent y aller tout seuls. Donc, genre, en fait, les rôles s'inversent en fonction, genre, de dynamiques, mais qui sont délétères, en fait, qui sont pas les bonnes, qui ne devraient Donc, pas être celles qui nous portent, en fait. Et donc, il faut s'en foutre de tous ces donc, discours de détestation des uns et des autres. La seule oui, question qui compte, c'est est-ce qu'on peut s'en sortir les uns séparés des autres? Non, c'est totalement évident. Et que le problème, c'est que là, pendant qu'on s'occupe de notre nombril et de nos détestations réciproques, la petite Le Pen, elle continue de grimper. Et là, je veux dire, elle grimpe pas simplement parce qu'elle convainc sur ses idées, elle grimpe parce qu'elle est une force. C'est ça c'est ça qu'elle est en train d'engranger. Bien sûr, parce C'est-à-dire qu'elle est l'alternative, au singulier. elle est celle qui a été face à Macron 2 fois, qu'elle est le premier groupe au Parlement et qu'elle s'est crédibilisée aussi. Puis ils sont pas manchots, hein, les mecs qui sont autour d'elle. Hein, je veux dire, dans les médias, avant il y avait que elle, maintenant il commence à y en avoir quelques-uns. C'est-à-dire que l'effet qui avait été celui de la FI où on avait découvert que Mélenchon n'était pas tout seul, mais qu'il y avait des gens autour de lui. Ben là, c'est aussi ce qui est en train de se passer avec Marine Le Pen. On commence à voir des visages essentiellement masculins, encore qu'il y a la porte-parole du groupe qui est une femme aussi assez performante et assez redoutable. Bref, en tout cas, elle fait son chemin parce qu'elle est une force unie, une force qui donne le sentiment qu'elle peut prendre de pouvoir. Nous, on s'occupe de toutes nos engueulades, de barbecue et tout ça, qui sont aussi fondamentales les unes que les autres. Donc ça, c'est pas possible. Et si notre problème, c'est de savoir si on peut parler à Cazeneuve ou pas parler à Cazeneuve, non mais franchement, quoi. Je veux dire, si Cazeneuve, ça ne représente rien, alors on s'en fout. Il va parler à Cazeneuve, il va parler à Cazeneuve. On s'en fout. On va pas s'engueuler pour ça. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, tout est prétexte à détester les uns les autres. Voilà. Donc, voilà. Donc on arrive sur notre conclusion. François Ruffin, Laurent Berger. Les deux alternatives, puisque genre c'est ce que nous vendent les médias en ce moment. Mais de fait, c'est ça. Hein. Ah mais ils sont assez. Finalement, je m'étais jamais dit comme ça. Bah cette semaine, on nous a dit genre Laurent Berger présidentiel, Laurent Berger présidentiel, Laurent Berger présidentiel, et après François Ruffin présidentiel, François Ruffin présidentiel. Voilà, c'est les deux. C'est les deux figures qui incarneraient les deux versions de la gauche. La version social-démocrate, Laurent Berger, et François Ruffin. La version social-démocrate. Je rigole. Oui, non, social et démocrate, voilà. C'est la version social-démocrate et la version sociale et démocrate. Voilà. On a résumé le problème. Ouais, c'est ça. C'est que là, la musique François Ruffin alternative à Jean-Luc Mélenchon est franchement montée d'un cran. Et encore aujourd'hui, il y a un sondage qui le place devant Jean-Luc Mélenchon. Alors là, pour le coup, en testant ses qualités, défauts et marge de sympathie, je sais pas quoi. Moi, ce que je pense de cette affaire, c'est que elle a l'intérêt de montrer que du côté de la gauche, je dirais, qui s'est vraiment sorti de la logique sociale-libérale, il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon, point barre. Il y en a d'autres. Donc il y a François Ruffin, et tout le monde sait bien qu'il y en a d'autres, qu'il peut y avoir Clémentine Autain, qu'il peut y avoir Éric Coquerel, qu'il peut y avoir d'autres figures qui incarnent cette possibilité-là. Mathilde Panot, je réfléchis, les gens qui me viennent à la tête, qui sont des figures un peu connues et rassembleuses, quoi. Pas totalement rassembleuses et pas totalement des mêmes personnes. Mathilde Panot et Clémentine Autain, ça fait pas tout à fait le même périmètre. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que ça nous déverrouille la tête. C'est parce que Mélenchon, il a tellement clivé qu'il y a tellement de gens qui disent ah non mais Mélenchon c'est jamais, comme Cazeneuve c'est jamais. Donc non quoi. Mélenchon c'est peut-être, mais c'est pas forcé. Cazeneuve c'est peut-être, mais c'est pas forcé quoi. Et Ruffin, donc il s'installe comme une solution, comme une image. Alors, ce qu'il a, Ruffin, c'est qu'il est le mec honnête, sympa, convaincu, déterminé, qui suit sa route un peu de façon constante.
il a quand même quelques légères difficultés. D'abord qu'il apparaît comme quelqu'un d'assez seul. Tout le monde le dit maintenant, mais il n'est pas membre de la France Insoumise et il n'est pas soutenu par l'appareil de la France Insoumise. Et ce que fait François Ruffin, c'est François Ruffin qui fait avec ses petits bras et ses petites mains, et pas du tout avec les moyens de la France Insoumise. Quand il fait ses vidéos dans sa cuisine, c'est pas comme Jean-Luc Mélenchon quand il fait ses vidéos dans l'appareil, enfin dans le local de la France Insoumise. Il n'a pas les moyens de la France Insoumise. Donc il n'a pas d'appareil, il n'a pas d'argent. D'aucuns peuvent imaginer que c'est un avantage. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est un avantage jusqu'à une certaine limite. Oui, hein. oui. Quand je disais tout à l'heure que Marine Le Pen, elle incarne la force, c'est-à-dire qu'elle incarne la force d'une organisation politique, d'un appareil qui a une histoire et Ruffin, il est un peu délesté de tout ça. Ça donne un avantage pour pouvoir rassembler. Est-ce que ça te donne le poids politique pour pouvoir être en position d'agréger toutes ces forces qui se cherchent? Je pense que c'est un peu difficile. Et Ruffin, pour l'instant, il joue pas tellement le rassembleur des forces. Enfin, il continue d'être... peut-être que ça changera, mais à l'instant T, sa stratégie reste une stratégie d'homme solitaire, probablement pour pas se retrouver emmerdé par les uns et par les autres et pour construire son chemin. Mais du coup, son chemin, il ne peut pas incarner à lui tout seul ce qu'est la totalité des questions qui se posent à notre société. C'est-à-dire François Ruffin, on a bien compris qu'il avait quelque chose à dire sur le travail, sur les inégalités sociales, sur la dignité, etc. Mais enfin, les sujets qui vont venir sur la table ou qui sont sur la table, il les incarne pas tous, quoi. Donc il y a besoin pour avoir du poids, il a besoin d'être davantage entouré. Et enfin, dernier point qui, là, moi, m'a beaucoup alerté. Dans Libé a fait 4 ou 5 pages là hier sur François Ruffin, et dedans Ruffin dit moi je suis beaucoup plus proche de Jean-Luc Mélenchon version 2017 que version 2022. Pour la faire courte, ce qu'il dit, c'est 2017 il était populiste, 2022 il est devenu wokiste. Et je suis plus proche de Jean-Luc Mélenchon populiste. Bon bah moi je suis plus proche de Jean-Luc Mélenchon wokiste. Je vous le dis franchement. Je veux dire je n'en veux pas à François Ruffin d'avoir cette position, mais ça demande de s'éclaircir et de éventuellement voir les limites qu'il y a à une position populiste que lui revendique là en ce moment. Alors est-ce que c'est une maladresse? C'était quand même dans le journal d'hier, quoi, tu vois. Donc alors le populisme, moi je ne crois pas que ce soit la réponse adaptée. En dehors du fait que je ne le suis pas, mais au-delà de ça, je ne suis pas sûre que ce soit une réponse rassembleuse pour notre gauche, enfin toute la gauche, quoi. Sur François Ruffin, je partage en partie ce que tu as dit, mais pas tout. D'abord, sa qualité première, effectivement, c'est d'être hyper identifié dans un certain milieu. Je dis pas qu'il soit connu ou quoi, mais en tout cas, il est identifié sur certaines thématiques. Et lorsqu'il dit le travail, ou lorsqu'il dit genre les pauvres, les catégories populaires, etc. Les invisibles. Personne ne lui ne le conteste. Exactement. Et d'ailleurs, on en avait parlé avec à propos de Marine Le Pen. Marine Le Pen, on dit quand elle dit la France des BTS, en fait, elle a réussi un tour de force genre terrible qui est d'incarner les classes populaires et elle parle les classes moyennes, pardon. Et lorsqu'elle dit la France des BTS, c'est toi qui avais fait remarquer ça dans son discours de politique générale là au début des retraites. Personne ne la. Si par exemple demain, je sais pas moi, un vert ou je sais pas, ou un mec des LR dit la France des BTS, on va faire ok d'accord, bon, il a trouvé une formule nulle. Ou un macroniste qui dit la France des BTS, crédible. Elle est crédible. Bah lui c'est pareil. Et les items en fait qu'il convoque, paf, on sait, hop, très bien. Sur certains sujets, comme tu as dit, il y en a d'autres où il sait pas encore. Il a fait un choix, bon, parce qu'on va pas se mentir, maintenant tout le monde a bien compris que a priori, ce qu'il y a dans les tuyaux, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il veut y aller en 2027. Bon, clairement. Genre, voilà, clairement. Et que, comme tu l'as dit, derrière lui, il a un appareil insoumis qui est très efficace, et en plus, là, qui est bourré de fric, grâce à ses élus. Et donc, François Ruffin, il a choisi une option qui est de dire, je ne passerai pas par cet appareil, je n'ai pas besoin d'être adoubé par cet appareil, pour devenir le candidat de la gauche
le candidat De unique toute de la la gauche. gauche, voilà, Mm. de toute la gauche en 2027. Son pari, c'est la popularité. C'est-à-dire, il se dit peut-être que via les sondages, la popularité au sein aussi des militants de ces différents espaces, pas uniquement insoumis, au bout d'un moment, ils vont être obligés d'accepter que c'est moi le candidat. C'est un pari qu'il entend mener avec aujourd'hui, en tout cas, une méthode qui est le discours. C'est-à-dire que il a changé du discours radicalement. Enfin, tout le monde l'a remarqué. Il n'a pas le même discours qu'il y a quelques années. Il est dans une espèce d'ouverture, d'apaisement, pour le coup, lui véritable, notamment par rapport au discours d'Emmanuel Macron, mais aussi par rapport au discours que lui-même tenait il y a quelques années dans l'hémicycle ou dans les médias. Donc il apaise, il construit des choses. Pour l'instant, il reste sur ces thématiques qui sont les invisibles, etc. Toujours en étant hyper par l'exemple. En fait, c'est par l'exemple en fait qu'il construit son discours. On va voir jusqu'à où ça peut aller parce que c'est vrai qu'il y a certains sujets où on l'a jamais entendu. Enfin, moi, je l'ai jamais vraiment entendu, par exemple, sur les relations internationales ou des sujets. Je dis pas que c'est important pour la présidentielle, Oh bon. mais non, mais que c'est important lorsque tu es président. Est-ce que ça compte véritablement ta vision des relations internationales, dans une campagne présidentielle? C'est une autre. Pour faire président, il vaut mieux avoir un point de Voilà, vue sur... exactement. Et pas apparaître comme un bleu en fait sur le sujet. Ça, c'est Ça, c'est certain. ça. Donc il est dans cette dynamique-là. Moi, je pense que, contrairement un peu à ce que tu dis, je pense qu'il y a tu dis, il est seul, c'est vrai, mais il a la possibilité dans sa proposition de contournement en fait de l'appareil insoumis pour être le candidat unique de la gauche. En fait, il va forcément passer par les autres appareils. Parce qu'il y a l'appareil insoumis, mais il y a aussi l'appareil écolo, il y a aussi l'appareil socialiste, et puis il y a aussi l'appareil communiste. Je dis pas que ça va être coton, en fait, d'aller les récupérer. Oui, c'est ça. Oui, mais en fait... C'est pas le début du chemin, hein, quand même. C'est pas, je sais pas, je ne sais pas. Étant François Ruffin, en fait, dans la mesure où personne ne lui conteste, en fait, mais même ça, tu vois, tu dis, il n'est pas insoumis. Personne ne le sait. Pour tout le monde, pour les gens qui le connaissent comme ça à la télé, c'est un insoumis. Il est député LFI lorsqu'il est présenté à la télévision ou à la radio. Personne ne sait ce que c'est que Picardie debout. Enfin, normal. Qui est son parti, tu vois. Donc, il est identifié comme ça. Moi, je pense que en fait, ce qu'il entend faire, ce qu'on voit qu'il est en train de faire, c'est que il étoffe son discours. Et il étoffe pas forcément son programme, mais il étoffe son discours et son projet. Moi, je pense que c'est le bon bout par lequel, en fait, il faut attaquer cette question de l'unité à gauche, parce que pour l'instant, moi, je suis désolé, mais quand je l'écoute, et même quand je discute dans mes midinales ou je sais pas quoi, avec les différents acteurs de la gauche, je vois très bien que chez les socialistes, chez les écolos ou chez les communistes, on voit plutôt d'un bon œil François Ruffin. C'est-à-dire, il n'est pas considéré comme complètement déconnant ou complètement à côté de la plaque, alors même que quand tu cites d'autres noms, là, tu sens, comme tu l'as dit tout à l'heure, les boucliers qui se lèvent et ah non, celui-là, on le déteste. Donc, la construction, c'est la première étape. Après, tu as raison, la deuxième étape, c'est élargir, trouver un collectif, et la troisième étape, c'est trouver un appareil. Tu vois. Mais attends, il y a 4 ans. Enfin, je veux dire, c'est dans longtemps encore. On n'est pas à 1 an de la présidentielle. Donc, si il arrive à faire cette proposition un peu claire, pour moi, c'est le bon chemin. C'est le bon chemin. Alors, on n'est pas à 1 an de la présidentielle, ça c'est un argument qu'on entend tout le temps. Donc, on a 4 ans, et puis d'ailleurs, même pourquoi est-ce qu'on en parle, etc. Moi, je pense qu'il y a, on en avait parlé de cette étude qui avait été faite par la Fondation Jean Jaurès et qui me semble tout à fait juste, c'est qu'en fait, il y a des moments de cristallisation des opinions politiques. C'est-à-dire que ton opinion politique, tu te la formes pas jour après jour. En fait, il y a des moments où tu te politises, puis des moments, hop, tu repasses à ta vie quotidienne, tes emmerdes, tes amours, et hop, ça se repolitise. Ça se repolitise dans les campagnes électorales. Ça, c'est tout à fait évident que c'est les 2-3 derniers mois des campagnes présidentielles notamment, et c'est là que Mélenchon réussit à capter la jeunesse et les catégories populaires, et c'est comme ça qu'ils réussissent à faire ses percées les 2 ou 3 derniers mois, parce que c'est les moments de politisation. Mais là, on vient de vivre un moment de politisation. C'est-à-dire on est en train de vivre un moment de politisation avec cette lutte sociale, avec cette interrogation sur la démocratie, sur le fonctionnement de nos institutions, etc. Et que là, moi je pense, peut-être je me trompe, mais que il importe
que la gauche, aussi loin qu'elle puisse, et c'est pas simplement la question d'une personne, évidemment, c'est pas l'enjeu n'est pas seulement François Ruffin, mais aussi loin qu'elle puisse, qu'elle donne à voir qu'elle est en situation ou qu'elle se prépare à apporter une Mmh. réponse, une alternative solide Pour la présidentielle. oui, à Emmanuel Macron. Mmh. C'est pas pour la présidentielle, c'est à Emmanuel Macron, Mmh. à ce qu'il est en train de nous faire, de nous faire de mal à tous les services publics, à nos retraites, à À nos l'image de la vies, à notre France, à nos vies, santé. etc. C'est donc ce que je veux dire, c'est que, et c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, la politique, c'est plein de choses. Mmh. Et le fait d'avoir des personnes qui émergent comme étant celles qui sont en situation de pouvoir incarner et porter, le fait que le RN ils aient Marine Le Pen, ben, ça les aide. Le fait que nous on ait personne, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas d'avoir des partis qui sont dans l'état où ils sont, d'avoir des chicayas dans tous les coins et de ne pas avoir de Mmh. personnalité. C'est pour ça que moi je trouve plutôt intéressant que François Ruffin apparaisse, parce que on se dit bon, il y a quelqu'un qui est possible, mais moi ce que je vois, c'est la longue route pour que cette possibilité, et ça ne tient pas qu'à lui, hein, mais pour que Mmh. cette possibilité fasse un effet politique qui est de stopper, d'inverser ce qu'on est en train de voir, Mmh. que ça file vers le RN, quoi. Mmh. Un tout dernier mot quand même sur Laurent Berger. Ben, Laurent Berger ne sera pas le représentant de la social-démocratie en France. Non mais je ne sais pas pourquoi ils y croient à ce truc-là, Ouais. parce que ça ne peut pas être. Ce que je veux dire, ça ne peut pas être parce qu'il a la casquette CFDT sur le front et que la CFDT ne peut pas être accolée à une proposition politique. Ça me paraît totalement Mmh. exclu. On n'est pas en Et Pologne du temps de Solidarnosc, hein. voilà, ça c'est pas, enfin, oui, Solidarnosc avait pris en charge la réponse Exactement, politique. exactement, oui. Et Lula aussi au Brésil qui a créé le Mmh. PT. C'est quand même un syndicaliste qui crée une organisation politique. Et donc là, ce que je veux dire, c'est que la proposition politique en France suppose de comprendre ce que c'est que Ouais. l'espace politique et le comprendre pas intellectuellement mais dans sa chair. Et je repense à l'expérience José Bové qui avait été quand même portée en termes de... Mais tu vois, José Bové, ça aussi doit nous faire réfléchir sur François Ruffin. C'est-à-dire que Bové, il avait aussi une super bonne image. Il avait l'image d'un homme combatif, il était porté par le nom de gauche, il représentait à la fois les écolos et les paysans et les grosses moustaches et tout ce que tu voudras. Bon, il se fait 1,3, quoi. C'est-à-dire Mmh. que être sympa, être ancré dans une histoire même mythique, ça suffit pas, quoi. Mmh. Il faut avoir de la patte politique, et la patte politique, c'est beaucoup de choses. C'est de l'expérience politique, c'est de la relation avec l'espace politique, et que François Ruffin, évidemment, n'en est pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est se construire comme une personnalité politique qui est un élément de la réponse Mmh. politique, c'est pas que un désir personnel, quoi. C'est Ouais. plus que ça. Bien sûr, sur ces bons mots qu'on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut.